Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous Focus qui accueille le porte-parole du gouvernement face à l'actualité. Monsieur Wilfried Liangoubedi, bonjour. Bonjour, Monsieur Sonogo. Merci d'avoir fait l'honneur à ce plateau. Me semble-t-il c'est votre première fois ici sur ce nouveau plateau? C'est de baptême. C'est le baptême. Chiche, on va ensemble avec Éric Guédénon. Éric, merci de rallier ce plateau. Merci à vous. Ça, ce n'est pas votre première fois. Hein. Vous y étiez absolument. À la faveur des élections. Des élections. Chiche, ensemble avec Éric Guédénon, nous allons faire réagir le porte-parole du gouvernement aux faits marquants de l'actualité. L'actualité a été riche. On va faire réagir le porte-parole du gouvernement aux résultats des élections couplées législatives et municipales et aussi explorer l'atmosphère de fin de mandat du président Talon. On va aborder aussi les suites de l'enquête judiciaire liée au putsch déjoué du 7 décembre dernier. Les accusations portées contre le Bénin par le président du Niger, Tiani, au sujet des explosions intervenues dans la zone aéroportuaire de Niamey. On va parler également, évoquer avec vous le décès dans des conditions troubles d'une parturiente à l'hôpital départemental de Porto Novo, le CHDO. Et on va revisiter l'une des importantes décisions du dernier Conseil des ministres, les privilèges accordés aux afro-descendants. Éric, le menu est riche, c'est à vous la main pour mettre voilà, en scène. Merci à vous, monsieur le porte-parole du gouvernement, pour votre disponibilité à répondre à nos questions. Nous allons démarrer par les grandes décisions du Conseil des ministres. Nous avons noté que le gouvernement a décidé de la création de l'Agence pour l'assistance au retour des afro-descendants. Dites-nous, avait-on besoin de créer une nouvelle agence aux ressources supplémentaires pour assister le retour des afro-descendants? J'ai entendu votre confrère, M. Sonovo, parler de privilèges accordés aux afro-descendants. Et je veux qu'on s'entende tout de suite. Il ne s'agit pas de privilèges. C'est nous qui avons pris la décision de mettre en place des tests pour encourager ces personnes qui sont autant de frères et de sœurs, parce que déportés du continent dans des conditions que l'on connaît. Nous avons pris cette décision pour contribuer à la réparation de la douleur, des blessures que ces personnes et leurs descendants, donc nos contemporains, ont vécues. Depuis que nous avons pris cette décision, nous voyons bien que c'était juste de la prendre au regard de l'ampleur des demandes et aussi de la qualité des demandes. Je crois que tout le monde est témoin de ce que des personnalités de premier plan qui ont fait leur test ADN ont vu leur lien de rattachement avec le Bénin et ont sollicité le bénéfice de la nationalité béninoise par reconnaissance. Lorsqu'on a fait ça et qu'on a eu cette réponse agréable de la part des bénéficiaires, comment on fait pour que le parcours qui conduit à l'obtention de ce document soit des plus agréables? Parce que si vous attendiez peut-être 100 ou 200 personnes à un moment T et qu'au même moment vous avez 500 ou 1000, cela peut créer de la congestion sur le trajet. Il ne faudrait pas que, en venant faire ces formalités, ces personnes subissent des tracasseries administratives, une certaine lenteur qui pourrait les décourager ou leur faire penser que la décision en amont n'avait pas été suffisamment mûrie. Or, ça n'est pas le cas. Et nous avons observé tout de suite qu'effectivement, le ministère de la Justice, puisque c'est la porte d'entrée de la mise en œuvre de cette décision, est assez sollicité. Comment permettre que les demandeurs voient leur dossier traité diligemment, dans des conditions les plus agréables? C'est ça qui nous conduit à mettre en place cette agence. Donc, il ne s'agit pas de privilèges nouveaux, non. C'est faciliter la tâche aux demandeurs et montrer davantage la crédibilité de notre pays qui, en prenant sa décision de façon souveraine, montre qu'il peut mettre tout en œuvre pour que tous ceux qui s'y intéressent vivent une expérience particulièrement positive, ce qui leur montrerait qu'ils ont eu raison de faire confiance au Bénin. On va aborder volontiers, merci pour ces explications au sujet des afro-descendants. Abordons volontiers les résultats des élections législatives et municipales. Les deux partis principaux qui soutiennent l'action gouvernementale ont imposé leur loi, une présence hégémonique exclusive dans toutes les instances d'élus, hein, à l'Assemblée comme au niveau des mairies. Pour le démocrate que vous êtes, sans mauvais jeu de mots, vous voyez bien ce que je veux dire, l'homme attaché aux principes démocratiques, est-ce que vous n'avez pas comme une sorte de, j'allais dire, de parcours inachevé par rapport à notre processus démocratique, à la vie démocratique, à la marche démocratique du Bénin? Pourquoi? Les élections se sont déroulées
conformément aux prescriptions légales. S'agissant des législatives, tous les partis qui ont rempli les conditions prévues par la loi ont pu compétir. Et nous l'avons vu. Ont circulé librement dans le pays, ont fait leurs meetings librement et ont mobilisé leurs électeurs tout aussi librement. Les électeurs sont allés aux urnes, ont porté leur choix sur les uns et ou les autres. Et puis à l'arrivée, le résultat est la manifestation de la volonté des électeurs, de la volonté du peuple. La volonté du peuple ne saurait se discuter parce que le peuple ne se trompe pas. Et le peuple a décidé que tel et tel parti peuvent aller le représenter à l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de la loi. Et que tel et tel autre n'était pas qualifié, n'était pas assez représentatif dans le pays pour porter leur voix au sein du prochain Parlement. Il faut prendre acte de cela. Donc, qu'est-ce qui gênerait en démocratie dès lors que aucun des partis en compétition ne s'est plaint de n'avoir pu organiser ses meetings, de n'avoir pu aller ici ou là, ou de n'avoir pas vu ses militants sortir. Moi, je pense que les enseignements qu'il faut tirer de ce scrutin, ils sont ailleurs et plus profonds. On est toujours sur les législatives. Allez-y. Et ça a été une élection où, encore une fois, toutes les sensibilités qui ont pu se qualifier et ont pris part. Quand on a évoqué les municipales, le parti d'opposition, les démocrates, n'a pas pu se qualifier parce que n'ayant pas fourni une liste complète à la Sénat. Moi, j'aime à insister là-dessus parce que j'entends parfois certains de vos confrères, d'ici ou d'ailleurs, parler d'exclusion. Lorsque vous avez été à une compétition où vous n'avez pas rempli les critères, il ne saurait être question d'exclusion. Vous devez fournir une liste donnée. Vous l'avez fournie à moitié, en tout cas incomplète. Vous vous êtes exclu vous-même, si exclusion il y a, mais vous n'étiez pas qualifié pour y prendre part. Donc ce parti n'a pas pu se qualifier pour les municipales. Il n'a pas pu non plus désigner un duo candidat pour la présidentielle à venir. Donc il lui restait les législatives. Et j'ai entendu d'ailleurs que le parti en faisait son combat, le combat d'une vie. Et ses électeurs avec. Ce à quoi on se serait attendu justement si le parti avait été majoritaire au sein de l'opinion, au sein des électeurs, c'est qu'il y a une mobilisation générale pour donner une leçon au parti de la majorité présidentielle. Or, nous avons vu à l'arrivée que nos prévisions étaient plus conformes à la réalité parce que la démonstration a été faite de façon éclatante que ce parti est minoritaire au sein de l'opinion. Donc, du coup, vous considérez que l'expression du vote qu'on a eu pour les élections couplées, c'est une sorte de plébiscite de l'offre de gouvernance qu'on a vu jusque-là. Le mot est tout à fait juste, c'est un plébiscite. Mais la raison en est que, allez-y, allez-y. Quand vous regardez vous-même les scores obtenus par les uns et les autres, les deux gros partis de la majorité présidentielle, donc qui ont emporté les sièges, font à eux seuls pratiquement 80%. 80% des suffrages exprimés librement par les populations. C'est un plébiscite. Vous auriez aimé que par le charme démocratique, le pourcentage, le score réalisé par le principal parti d'opposition, pardon pour le mot, il y en a qui le récusent, notamment FCBE, mais enfin, les faits sont là, plus de 16%, ce n'est pas rien. Ailleurs, un seuil de 10% des suffrages exprimés, ce n'est pas rien, comme seuil de représentativité. Oui, mais pour l'instant, c'est le niveau auquel se trouve ce parti, oui, 16%. Selon les contingences légales. Ce que vous n'exprimez pas, c'est que vous voulez dire, bon, un parti qui a quand même 16%, est-ce que ça ne serait pas bien qu'il ait quelques représentants au sein de l'hémicycle? C'est ça votre pensée, Monsieur Sonouvou. Quand aux États-Unis, on fait la présidentielle et que vous avez un candidat qui remporte le suffrage populaire, parfois avec des millions de voix d'avance sur son challenger, mais qu'il n'a pas réussi à remporter des États pour emporter les grands électeurs. Tout à fait, oui. À l'arrivée, il se trouve pénalisé. Il paie. Oui. Et vous avez connu des exemples récents dans la vie des États-Unis. Ils ont un système où, quand vous allez à la présidentielle, et je ne vous entends pas souvent, vous des médias, l'expliquer à nos concitoyens, aux gens qui n'ont pas forcément votre niveau, afin qu'ils comprennent que chaque peuple, chaque pays adapte son parcours aux exigences, aux défis qui se posent à lui à un moment donné. Demain, ça peut changer. Quand vous allez aux États-Unis et que vous allez à la présidentielle,
le système voudrait que celui qui gagne un des États fédérés emporte les grands électeurs qui représenteront cet État-là. Et il est déjà arrivé, même dans les années récentes, je vois en 2000, le candidat démocrate qui a remporté le suffrage populaire et qui n'a pas été élu parce que le républicain a eu le plus grand nombre de grands électeurs. Mais c'est objectivé comme une anomalie démocratique. En 2000, ah non, surtout pas. Demandez aux Américains, ils ne vous diront pas que c'est une anomalie démocratique. Si, il y en a beaucoup qui ont cette opinion. Non, du tout. En 2016 encore, c'est arrivé. Maintenant, vous pouvez dire à l'observance que des gens s'interrogent aux États-Unis en disant, bon, est-ce que ce système, pertinemment, nous pouvons le garder encore sur la durée? Est-ce que nous devons le garder? Parce qu'à l'arrivée, parfois, le résultat peut jurer avec la réalité du terrain. Ouais. Ça, c'est normal en science de se poser les questions. Et une loi, elle est fille de son temps. Elle peut évoluer. Nous avons un modèle qui voudrait qu'il faut avoir au moins 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales pour avoir des députés. Et il y a un parti, le parti qui a les 16% dans au palais, à l'arrivée en plus, il a manqué les 20% dans pas moins de 13 circonscriptions électorales, donc plus de la moitié. Cela montre bien qu'il n'est pas assez représentatif dans toutes les circonscriptions, conformément à la volonté des lois électorales que nous avons. Et puis, moi, j'ai été particulièrement sidéré par ailleurs de voir que même dans des circonscriptions qui, a priori, étaient perçues ou pouvaient être perçues comme des bastions de ce parti, mais il y a été totalement laminé, parfois avec des scores anecdotiques. Et ça vous renseigne, encore une fois, qu'à l'arrivée, la volonté populaire est celle qui s'est manifestée et les électeurs ont placé l'UPR, le BR en tête, suivi de LD, de FCBE et puis de Moël Bénin pour parler des législatives. Monsieur le porte-parole, de nombreux observateurs soulignent la faible participation de nos concitoyens. Le gouvernement y voit-il un signal d'alerte justement sur la confiance des citoyens dans le processus électoral? Non, mais un moment, s'il vous plaît, si vous permettez, avant que d'arriver sur la participation, restons sur le débat précédent et finissons-le pour apprécier les messages ou le message que les électeurs passent. Parce qu'avant ça, on a entendu longtemps, pour nous en tenir au parti LD, revendiquer d'être le parti du peuple, d'être le plus grand parti du Bénin. Et j'avais eu l'occasion de dire, quand les réformes ont été faites et qu'on entendait les grognements de certains, je disais que les partis qui ont compris que la loi leur pose un défi, tels des fourmis besogneuses, se sont mis sur le terrain pour travailler et essayer de rattraper leur retard. Tandis qu'un autre au moins jouait les cigales et que le résultat ne saurait surprendre. À la fin, je vois, ça n'a pas menti. Mais les électeurs ont surtout montré qu'ils sont plus arrimés aujourd'hui au Bénin nouveau, au Bénin de demain, plutôt qu'au Bénin du passé. Les électeurs nous passent un message. Nos électeurs aujourd'hui, ils vivent dans un Bénin 3.0. Ils aspirent peut-être à un Bénin 7.0 ou 9.0 plutôt que de retourner dans un Bénin analogique que certains leur proposaient. Et c'est ça qu'il faut saluer, la maturité des électeurs, la maturité du peuple béninois dans son ensemble. Quel que soit le prix, éventuellement démocratique, est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord que le peuple ne se trompe pas? C'est pour ça qu'on dit Vos Populi, Vos Dei, n'est-ce pas, M. Sonovo? Bon, c'est une vision philosophique. Non, est-ce que nous sommes d'accord que le peuple ne se trompe pas? Bon, puisque dit que la souveraineté appartient au peuple, le peuple exerce sa souveraineté et il manifeste librement son intention dans les urnes, vous lui accordez au moins le crédit d'avoir fait le choix dont il avait envie. Donc le peuple ne s'est pas trompé en faisant ces choix-là. À partir de cet instant, il faut tirer les conclusions. Moi, je considère que le peuple béninois est heureux aujourd'hui d'être dans un Bénin 3.0, de considérer que la marche du pays globalement est satisfaisante, même s'il y a encore des défis ou des aspects à corriger, à améliorer, ce qui est normal partout ailleurs dans le monde, mais surtout, ce peuple ne veut pas revivre dans le Bénin d'avant 2016. Et c'est le principal message qu'il nous a passé, c'est ça qu'il faut retenir. Et avec le recul, on peut même dire, les gens qui ont pris les armes contre le peuple béninois le 7 décembre, parce qu'ils se croyaient le bras armé ou les justiciers d'un certain courant politique en pensant qu'ils étaient majoritaires, je pense que si c'est des gens qui étaient de bonne foi le 7 décembre, en tout cas si c'est des gens honnêtes,
En voyant les résultats, ils devraient se dépêcher de faire les excuses au peuple, de présenter leurs excuses au peuple béninois en disant « Béninoises et Béninois, on s'est trompé, ou on a été floués. Nous, on pensait que les gens qui se plaignent tout le temps, ils étaient majoritaires dans l'opinion. Mais les résultats des élections libres et transparentes que nous avons vécues nous montrent qu'ils sont plutôt très minoritaires. Et donc, avec le recul, on vient vous présenter humblement nos excuses. On s'est trompé. Je pense que c'est ce qu'ils auraient dû faire s'ils avaient été de bonne foi ce jour-là. Et s'ils avaient été déjà honnêtes, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Parce que, imaginez, contrairement à leurs attentes, évidemment, le peuple n'était pas sorti. Mais si une partie des soutiens de l'opposition était sortie et que cela avait marché, on aurait dit que c'était un coup d'État populaire. Quand bien même, c'est au bénéfice d'une minorité de la population. Et donc, quand vous faites ces considérations, vous êtes obligé de leur dire, bon, le peuple attend vos excuses quand même, messieurs, du 7 décembre 2025. On peut comprendre cette manière de tirer des leçons, ces leçons du vote qui a été exprimé. Et cela percute avec, même si Patrice Talon n'est pas un idéologue, avec ce qu'il a professé comme doctrine de développement lorsque justement il faisait sa campagne pour le deuxième mandat en considérant que démocratie, oui, mais d'abord priorité à la solidité de l'économie. Est-ce qu'en définitive de l'offre économique et de développement, est-ce qu'en définitive, vous considérez que c'est à cela que le peuple électeur s'est attaché? Non, il n'a jamais opposé démocratie et économie. Il dit que la démocratie doit être au service exclusif de notre développement. Ce n'est pas la même chose. Et ce que nous faisons aujourd'hui, justement, c'est de faire en sorte que les acteurs politiques soient de plus en plus responsables, dévoués au service du Bénin et que donc, conséquemment, le pays se développe au bénéfice du bien-être de ces populations. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il n'en demeure pas moins quand même, si on considère que les résultats indiquent qu'il y a une sorte de plébiscite du peuple électeur, que le taux de participation indique qu'il y a aussi une sorte de, je ne vais pas dire désaveu, le mot est très fort, mais une sorte de désintérêt par rapport au processus démocratique. Est-ce que ça n'est pas un point d'inquiétude pour vous? Se préoccuper du taux de participation est une attitude objective. Et je pense que oui, il faut le regarder de plus près. Parce qu'à 40% à peu près de taux de participation, les élections ayant eu lieu le même jour, en situation idéale, oui, on aurait aimé avoir 80%, 90% de participation. On prendrait un peu d'ombre si on avait même 60%, 70%, alors qu'on rêvait de 80, 90%. C'est vrai. Mais regardons de près et cherchons à comprendre quels sont les ressorts de ce taux de participation. Nous sommes, encore une fois, dans un pays qui se modernise. Le Bénin 2.0, 3.0, dont les Béninois se satisfont aujourd'hui, malgré ce qui nous manque encore, mais ils savent qu'on va y arriver parce que nos efforts payent. Nous avons aujourd'hui une base état civil moderne, automatique, qui génère la liste des électeurs de façon automatique. Avant, à la veille de chaque élection, nous devions faire une campagne de mobilisation citoyenne pour délivrer les cartes d'électeurs. Rien que cette opération mettait déjà en alerte l'électorat et préparait les gens aux échéances. Premier aspect qui a disparu de nos pratiques. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 18 ans ou qui a eu 18 ans il y a 2 ans et qui doit voter parce qu'il a 19, 20 ans, il se retrouve automatiquement dans la base de données liste électorale sans même a priori savoir qu'il est appelé à voter. Première chose. Le vote n'est pas obligatoire au Bénin. Donc, ajouter à ce que je viens d'indiquer, cela peut déjà créer un petit biais quelque part. Monsieur Sounouvo, Monsieur Guédénon, comme vous, chaque Béninoise et chaque Béninois a au moins un parent ou connaît au moins quelqu'un, un Béninois, qui vit hors du pays, n'est-ce pas? Il se trouve que les Béninois de la diaspora ne prennent pas part au vote pour les législatives et les municipales. Pourtant, aujourd'hui, de facto, ils sont sur la liste électorale. Hier, ils n'auraient pas été sur la liste électorale. Donc, cela viendrait également en diminution du nombre d'inscrits sur cette liste-là. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Donc, si on a 1 million ou 2 millions de Béninois à l'extérieur, ils comptent parmi les 7 millions ou près de 8 millions que nous avons sur la liste électorale. Et ces 2 millions, à l'exception de quelques dizaines peut-être qui étaient en séjour au pays et qui ont pu voter, ne sont pas sortis pour voter. Au moment de la présidentielle, ils voteront. Mais même pour la présidentielle, si vous interrogez l'histoire, vous verrez que nos compatriotes hors du pays ne se sont pas souvent mobilisés fortement pour aller voter lors des présidentielles. En général, c'est quelques dizaines de milliers. Jamais on n'a atteint la centaine de milliers, même pas les 30-40 000. Ça se situe entre 10, 14, 20 et quelques mille. Donc ça également, on va interroger demain la part de la diaspora qu'il y a sur la liste électorale pour apprécier objectivement le taux de participation que nous aurons à l'arrivée. Et puis vous avez aussi une partie de nos concitoyens qui considèrent que, bon, on va prendre la question en 2 ou 3 volets. Le Bénin, globalement, fait des progrès. Ça marche, d'accord. On n'a plus besoin forcément d'aller faire le rang ici pour accompagner. Nous, on sait que ça marche. Ceux qui seront là, ils vont faire que ça marche. Certains, peut-être parce que leurs partis n'ont pas été qualifiés, vont dire que ça ne vaut pas la peine. Mais dans le contexte où, tout au moins pour les législatives, vous aviez un parti d'opposition qui s'est revendiqué comme étant le plus grand, et que ce parti était là, on se serait attendu à un mouvement contraire. C'est-à-dire que les gens sortent massivement pour dire, bon, c'est l'heure de régler les comptes avec ceux qui sont là. Nous, on va leur montrer que nous sommes le courant politique majoritaire au sein du pays. Ça n'est pas le cas. Donc, vous voyez autant de raisons qui peuvent expliquer que nous ayons ce taux. Et puis, une part non négligeable peut-être de nos concitoyens qui sont décédés, je salue leur mémoire, et qui se retrouvent encore sur la liste, malgré les efforts d'appurement de l'ANIP, parce que nous n'avons pas pris l'habitude dans notre pays, dans nos familles, systématiquement, d'aller déclarer nos morts et de faire les actes subséquents pour qu'ils soient rayés de la liste électorale. Vous avez une part de cela. Et maintenant, interrogeons le modèle ancien. Celui où les listes électorales, donc on battait campagne pour sortir les gens, pour faire la liste électorale de façon artisanale, sous les arbres, et puis on y mettait les mineurs, les décédés, et des gens votaient de façon multiple. Toutes choses qui pouvaient aussi fausser l'objectivité des chiffres que nous avions au sortir des urnes. Aujourd'hui, tout cela commence à être derrière nous. Donc nous allons avoir certainement, sur un certain temps, un taux de participation modéré, le temps que, avec la sensibilisation que différents organes, différents acteurs feront, les populations se disent, bah oui, c'est quand même important les élections, même si ce n'est pas obligatoire d'aller voter, c'est quand même important, même si le pays fait des progrès, il nous appartient de sortir pour consolider ces progrès en donnant mandat à ceux qui font que les progrès sont enregistrés ou bien à ceux qui proposent de nous conduire encore plus loin que ce que nous avons aujourd'hui et à qui nous pouvons faire confiance. Donc, à mon avis, voilà quelques raisons qui peuvent justifier le taux de participation que nous avons là. Je ne serais pas surpris que le 12 avril, nous ayons à peu près le même taux, pour les mêmes raisons, le même taux, voire un peu moins ou un peu plus. Un peu moins, par exemple, parce que pour les législatives, nous avions 2 partis d'opposition, LD et FCBE. À la présidentielle, nous avons un parti d'opposition qui a qualifié son duo. Donc peut-être que les 400 et quelques mille votants LD, une partie se dirait, bon, on n'a pas d'autre candidat, ce n'est pas la peine de sortir. Une partie irait voter, c'est sûr. Et ça pourrait venir en diminution du nombre total de votants si, entre-temps, les partis n'ont pas réussi à mobiliser davantage de gens sur le terrain pour les faire sortir le jour du scrutin. Donc moi, je m'attends à ce que le 12 avril, on ait soit un peu moins, soit un taux équivalent, ou alors un taux un peu plus agréable que celui que nous avons connu le 11 janvier dernier. Mais au sortir de ces élections, en réaction justement aux résultats, la force Curie pour un Bénin émergent dans un communiqué a quand même fait part d'un certain nombre de critiques indécentes, notamment les réformes politiques qui, selon l'information politique, est à la base de cette taux que nous avons enregistré. Oui, que FCBE se plaigne ou que tel autre parti se plaigne, je pense qu'il appartiendra à chacun, à l'intérieur du parti qui est le sien, et il appartiendra à chaque parti, in fine, de travailler à se mettre à la hauteur des exigences
des lois électorales. FCBE a connu une mauvaise fortune à l'issue de ces élections. Il lui appartiendra d'en tirer les leçons. Au-delà des critiques, c'est comment je tire les enseignements, comment je m'organise autrement, comment je me réinvente pour que les prochaines fois, je connaisse meilleure fortune. Alors, absence de l'opposition au Parlement, mais aussi au niveau des communes. Selon vous, est-ce que cela compromet notre démocratie, comme le pensent certains? Encore une fois, pour davantage de diversité, je dirais même peut-être de vivacité du débat démocratique, ça aurait été bien d'avoir tout ce qui aurait rempli les conditions de représentativité. Et c'est ceux-là qui sont aujourd'hui au Parlement. Sauf si vous demandez de faire faveur à ceux qui n'ont pas rempli les conditions et de leur trouver quelques sièges à titre de rachat. Les lois électorales ne permettent pas cela. Mais heureusement, vous n'avez pas sorti le mot, mais je sais que vous le censurez exprès. Non, mais vous auriez pu y aller. J'ai entendu ou j'ai lu parfois sur les réseaux, certains dire oui, c'est un retour au Parlement monocolore. Je vous sais gré de ne pas sortir le mot parce que, à la vérité, dans l'absolu, et pour reprendre le mot d'une députée élue, il y a au moins 2 couleurs au sein de cette assemblée qui sera mise en place prochainement. C'est un sympathique jeu de mots. Vous avez au moins le jaune et vous avez au moins le vert, au moins. Et puis vous avez des nuances du rouge LD dans chacun des 2 partis un peu, puisqu'il y a des élus des 2 partis qui proviennent de ce parti qui s'est effondré, comme on l'a observé avec les chiffres que nous avons évoqués ensemble tout à l'heure. Ces élus-là, moi franchement, je voudrais les voir dans leur rôle critique de l'action, des décisions, en disant c'est parce qu'on n'a pas eu un espace d'expression à la hauteur de nos attentes au sein de notre parti qui ne nous garantissait plus justement que notre combat politique soit entendu et produise des résultats, que nous nous sommes rapprochés de vous. Mais en venant, c'est avec notre sensibilité, notre regard critique, nos observations. Je veux les voir encore dans ce rôle-là au sein de ce Parlement. Et au-delà, je voudrais aussi que nous ne perdions pas de vue. C'est pas un vœu pieux? Je voudrais que, non, et je voudrais que nous ne perdions pas de vue que le Parlement dit monocolore de 2019. C'est quand même sous son égide que nous avons fait des réformes majeures, structurelles, qui pour autant n'ont pas compromis l'équilibre de notre pays, le vivre ensemble. Au contraire, ont renforcé l'arsenal juridique, le statut de l'opposition, la représentativité des femmes et bien d'autres aspects positifs, malgré la présence exclusive de députés soutenant l'action du président de la République. Donc nous avons un précédent déjà où, avec un Parlement totalement acquis au gouvernement, on a plutôt préservé nos acquis, on a renforcé là où il fallait renforcer, comme la limitation du nombre de mandats présidentiels. Et quand on connaît ça, on doit pouvoir, à tout le moins, faire crédit de bonne foi à ceux qui arrivent en disant ils vont s'inscrire dans les pas de ceux qui sont passés en 2019 et faire progresser encore le pays, le temps que ceux qui sont minoritaires au sein des électeurs aujourd'hui travaillent à se requinquer pour que dans 7 ans, ils aient quelques représentants aussi à l'Assemblée nationale. Est-ce que sous le couvert justement de la réforme sur la trêve politique, il n'est pas vain d'imaginer ou d'espérer une quelconque ambiance ou atmosphère de débat politique? Parce qu'il y a comme une sorte de frilosité dès que l'annonce de cette réforme a été faite. Non, quelle garantie le gouvernement pourrait peut-être donner? Tout acteur politique sérieux au Bénin aujourd'hui, il sait que s'il veut faire carrière d'acteur politique, il lui faut appartenir à un grand parti, ou s'il a un petit parti, qu'il se fonde dans un grand parti. Et comme ça, il existe. Et rien ne vous dit que demain, les partis que vous avez aujourd'hui, les 2 plus gros qui sont là, vous avez vu sur le terrain pendant la campagne l'adversité féroce entre ces partis, entre leurs militants, parfois leurs candidats, sur le terrain, vous avez vu. Demain, vous aurez peut-être, lorsque la réforme... Et c'est une adversité partisane. Elle n'est pas construite. Ah non, surtout pas. Ce n'était pas une adversité amicale ou partisane. Moi, j'ai été sur le terrain, M. Sounouvou.
J'ai été sur le terrain. Pour le compte de quel parti? Et j'ai entendu. J'ai travaillé avec l'UPR, mon parti. Mais j'ai entendu parfois même les discours de gens de mon parti et parfois les discours du parti BR vis-à-vis de candidats UPR. Oui, mais Cela devrait vous rassurer. Ce n'est pas la camaraderie. Et demain, vous ne savez pas. Pourquoi chacun des partis se bat pour être premier? Pourquoi personne ne veut être deuxième ou troisième? Parce que demain, peut-être, la structuration du jeu politique béninois va se faire autour de ces deux grands partis qui ont vocation à grandir encore. Les marginaux vont soit se fondre, soit disparaître. Ils auront des militants qui vont s'exoder vers les deux plus grands. Donc demain, vous allez avoir, à mon avis, en projection, UPR et BR, ou peut-être LD qui se réinvente et qui absorbe tel ou tel autre, mais vous allez avoir deux grands pôles qui vont se challenger pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Donc l'opposition, vous l'avez dit, l'opposition proviendra d'un de ces pôles, sauf à choisir une formule, comme on le voit dans un pays occidental, a dit, bon, si c'est le plus grand qui a gagné cette fois-ci, moi le plus petit, je me rends disponible pour participer à la gestion du pouvoir avec lui. Demain, si c'est moi qui gagne, bon, lui, parce qu'il serait devenu minoritaire, il se mettra également à ma disposition pour apporter sa contribution. Donc, la perspective, c'est que les partis marginaux, s'ils veulent faire carrière politique, être dans des partis de gouvernement, ils vont se fondre avec les plus grands, ou alors ils resteront marginaux, ils vont être des agitateurs d'idées et savoir que leur rôle se limite à cela. Vous avez évoqué tout à l'heure que dans la suite de l'animation de la vie politique, il se pourrait que nous ayons deux grands partis, notamment l'UP ou le BR. Mais qu'est-ce que vous dites de Moël, de Renaissance nationale, en tout cas ces partis qui sont aussi de la mouvance et qui sont présents dans le jeu politique? Ils comptent toujours aux yeux du camp présidentiel? Oh, vous avez cité deux partis, mais Renaissance nationale n'existe plus. Oui, bien sûr. Renaissance nationale a déjà fusionné avec l'UPR. Tout à fait. Et quant à Moël, vous savez, moi, je salue le courage du président Yadji et de ses militants, mais je sais aussi que ce sont des personnes intelligentes qui, voyant la dynamique actuelle et conformément à ce que je venais de dire, comprendront forcément que s'ils veulent rester des acteurs politiques qui comptent, il leur faut soit devenir un grand parti, mais là-dessus, ils ont du chemin pour attraper les autres, les absorber, les digérer. Ils ont du chemin. Ou alors se fondre dans l'un des grands partis, quitte à y animer un courant en espérant qu'au sein du parti, ce courant devienne majoritaire à un moment ou à un autre. Et je n'ai pas de doute qu'ils sauront apprécier le moment et prendre les décisions qui s'imposeront. Au fond, votre souhait, c'est qu'ils rejoignent l'un ou l'autre des partis. Ce que je viens de vous dire, à mon avis, c'est ce qui se dégage objectivement des observations que nous avons faites au lendemain des élections. Et je connais leur intelligence, ils apprécieront. Allez, on va évoluer, Ozias Sonovo. Monsieur le porte-parole du gouvernement, comment le gouvernement et le président Patrice Talon abordent-ils les derniers mois de ce mandat? Avec la même détermination qu'au premier jour. J'ai eu l'occasion de le dire à certains de vos confrères d'EREMA. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ça la réalité. Le président Talon ne fait pas comme s'il ne reste que 4 mois. Parce que le 24 mai, normalement, il passe la main. Un nouveau président aura été élu, soit le 12 avril, soit 2 semaines plus tard. Il reste 4 mois à tout casser. Mais quand vous l'écoutez, quand vous voyez le rythme de travail qui n'a pas changé, quand vous voyez l'exigence qui n'a pas changé, il est resté le même comme depuis le premier jour. Parce que c'est comme ça que nous allons bâtir ce Bénin grand, ce Bénin moderne, ce Bénin résilient aussi. Et donc son message, c'est de dire à tous, focus, mise en œuvre du PAG, le temps de la campagne électorale présidentielle viendra, où on ira sur le terrain, mais en attendant, mise en œuvre du PAG de façon tout aussi exigeante et remarquable que ce qui est fait depuis bientôt 10 ans. Est-ce que cette frénésie de réalisation tous azimuts, partout des chantiers sont ouverts? Enfin, oui, Chiche, on est ravis d'avoir un pays qui se transforme avec quand même pas mal de petits désagréments, il faut l'admettre. Est-ce que ce n'est pas l'obsession d'un homme qui nous a avertis, qui veut tout faire pour entrer dans l'histoire? Bon, aujourd'hui, je pense que le débat ne se pose même plus. M. Talon est-il rentré dans l'histoire? Vous voyez très bien l'appréciation des Béninoises et des Béninois. Vous voyez l'appréciation du monde entier. Quand il a dit qu'il allait révéler le Bénin, est-ce qu'aujourd'hui,
qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est-ce que notre pays est révélé au monde entier? Est-ce que le monde entier parle du Bénin? Et en quel terme? Positivement. Ce qui nous génère fierté, satisfaction. Et ça, c'est l'œuvre de toutes les Béninoises et de tous les Béninois, de toutes nos obédiences, de tous nos villages. Franchement, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a apporté sa petite contribution. Même ceux qui nous calomnient, même ceux qui nous critiquent et qui, hors micro et caméra, disent « bon, on fait ça parce qu'on voudrait que vous fassiez encore plus, puisqu'on sait que vous avez la capacité de le faire. » À votre place, on n'aurait pas fait autant. Moi, j'ai entendu d'éminents opposants dire « le président Talon, franchement, à sa place, je n'aurais pas fait ça. » Et donc, quand on crie, on vous chahute, c'est comme on exige de vous parce qu'on sait que vous pouvez plus. Tant que vous êtes là, vous pouvez plus. Donc aujourd'hui, pour moi, le débat ne se pose même plus en termes de « il veut rentrer dans l'histoire ». Mais cette frénésie de réalisation que vous voyez et les chantiers, c'est parce qu'on sait que le pays est à construire. Et il est en construction maintenant. Et ça va globalement, sur ce plan-là, on voit la transformation inédite que notre pays a connue en 10 ans seulement. Il y a une question fâcheuse dans l'actualité, c'est le décès tragique de cette parturiente à l'hôpital départemental de Porto Novo, potentiellement suite à des erreurs, sinon une faute médicale. Comment le gouvernement empoigne ce sujet, qui est un sujet très délicat, parce que dans nos hôpitaux, il se passe des drames terribles de ce point de vue, où les patients sont, pardon pour le mot, ils sont malmenés. Si nous avons fait autant de réformes dans le secteur santé, parce que c'est un secteur qui n'a pas du tout échappé au vent de réformes et de rigueur que nous avons implémenté, si nous avons fait autant de réformes, si nous avons mis des équipements en place en leur permettant d'avoir plus pour bien faire le travail, si nous avons fait autant de recrutements dans le secteur santé, j'aime souvent à le dire, en dehors de l'éducation et de la défense et sécurité, le secteur santé est celui dans lequel nous avons fait le plus de recrutement. Et je ne trahis aucun secret si je vous dis par exemple que les 2 ou 3 dernières promotions de médecins que nous avons formés dans notre pays ont été recrutés directement, sans concours. Parce que nous voulons, à la disposition de nos compatriotes, des agents de santé professionnels et disponibles partout. Que quand on va dans un centre de santé, il y ait au moins un professionnel qualifié. Si nous avons la possibilité d'en avoir 2, 5, 10 ou plus quelque part, que nous le fassions compte tenu de la fréquentation. Donc on a fait ces efforts-là. C'est pour qu'il y ait du mieux. À partir de cet instant, on ne peut pas s'accommoder de défaillances qui peuvent être évitées. C'est pour cette raison que le sujet douloureux que vous évoquez, et je m'incline ici encore devant la mémoire de cette parturiente qui nous a quittés, ce sujet a préoccupé au plus haut point. Et mercredi, effectivement, en marge du Conseil, le chef de l'État a évoqué le sujet. Le ministre de la Santé a donné les détails qui étaient déjà en sa possession. Les diligences qu'il a accomplies lui-même, s'étant rendu au CHDO, ayant tenu des séances avec les responsables du centre pour chercher à comprendre ce qui s'est passé, et puis ayant diligenté une enquête administrative avec le soutien de l'autorité de régulation du secteur de la santé. C'est en cours. Et le chef de l'État a exigé que oui, en plus de ça, l'enquête judiciaire doit également se faire, elle est déjà ouverte, mais doit se faire également sans complaisance, avec toute la rigueur requise afin que les responsabilités soient situées. Si c'est une erreur médicale, si c'est une négligence, si c'est une défaillance, tout cela doit transparaître dans les conclusions des enquêtes afin que les mesures adéquates soient prises. Et il le faut, pour le Bénin moderne qui se bâtit, il le faut afin que cela ne se répète pas impunément. S'il y a une faute manifeste et qu'on fait semblant de traiter ou qu'on ne traite pas, c'est qu'on encouragerait implicitement d'autres à commettre des fautes. Justement. Or, si la faute est avérée et que les sanctions prévues sont administrées, cela montrerait aux uns aux autres que il ne faut plus s'y aventurer. Et là-dessus, je pense que le peuple béninois peut être en confiance. Parce que c'est au même ministère de la Santé, il y a quelques semaines seulement, qu'on a pris des mesures par rapport justement à l'accueil des usagers, des patients de nos centres de santé,
avec un numéro vert à disposition pour dénoncer les agents de santé dont le comportement serait de nature à manquer de respect ou de civilité aux usagers de nos centres de santé. Si on a pu faire ça à ce niveau-là, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de vies humaines qui sont en jeu. L'enquête est très attendue, mais face à l'émotion et aux accusations relayées dans l'opinion publique, comment le gouvernement entend-il garantir vraiment cette enquête de façon indépendante et transparente? Quand les conclusions sortiront, vous verrez. Parce qu'une enquête, ça obéit à des règles. Les acteurs, les protagonistes, ici, la famille de la défunte, à commencer par son époux, ils seront également entendus. L'époux a écrit. Bon, il a écrit des choses. Absolument. Tout ce qu'il a écrit n'est certainement pas vrai. C'est peut-être l'émotion ou c'est peut-être ce que lui, il a entendu. C'est peut-être ce que sa compréhension lui a permis de saisir. Et les enquêtes nous édifieront. Les enquêtes nous édifieront. Et puis, chacun appréciera. De toutes les façons, ce sera sans complaisance, mais avec toute la rigueur requise. Monsieur le porte-parole, est-ce qu'il y a de nouveau, justement, dans ce dossier de tentative de coup d'État du 7 décembre, dans les enquêtes? Cette fois-ci, la justice est peu diserte là-dessus. Alors, on craint pour la transparence et l'équité de la justice dans cette matière. Jusqu'à plus informé, et je ne peux pas vous dire plus que ce que vous savez, qu'on a déjà entendu. Je sais que les enquêtes sont en cours et en temps utile, nous en aurons le contenu puisqu'il y aura forcément un procès. Donc, à cette occasion-là, on en saura davantage. Pour l'instant, laissons les structures dédiées faire leur travail et nous servir le moment venu les tenants et aboutissants de cette tragédie. Je m'entendais à plus de détails. Que répondez-vous aux accusations portées par le président Tiani contre le Bénin à l'issue des explosions intervenues dans la zone aéroportuaire du Niger? Bon, pas que le Bénin, il y a bien d'autres pays qui ont été cités aussi. Oui. Bon, j'espère que vous n'êtes pas surpris par ces accusations. J'espère que vous n'êtes pas surpris. Ce n'est pas la première fois. Parce que nous, on n'est pas surpris. Les Béninois devraient même se dire, mais à quand la prochaine? Et puis, comme ça a commencé à tarder, on se dit, mais ils nous ont oubliés enfin. Mais écoutez, lorsque vous êtes premier de la classe, qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a parmi vos camarades ceux qui aimeraient vous déloger de la première place, qui vont se mettre à fond au travail. Et il y a ceux qui vous jalousent parce qu'ils ne savent pas qu'être premier de la classe, ça vous coûte des nuits de sommeil, ça vous coûte des temps de jeu, de divertissement, et ça vous demande beaucoup d'efforts. Il se trouve que grâce à notre travail collectif, et un peu malgré nous tous, le Bénin aujourd'hui, on peut le dire, toute proportion gardée, mais sans fausse modestie, on peut dire que nous sommes premiers de la classe. Ça ne fait pas que des heureux. Ça ne fait pas que des heureux. De qui, quand vous regardez la sous-région, de quel pays parle aujourd'hui le monde entier avec autant d'emphase, avec autant d'étoiles dans les yeux? Quelle est cette destination que les gens veulent venir découvrir quand vous allez sur les réseaux sociaux? C'est encore du Bénin. Et puis moi, j'ai été heureux de voir que, à la suite des déclarations de M. Tiani, même ses concitoyens sur les réseaux, ils disent ne pas y croire. Moi, j'ai lu beaucoup de réactions. Les Nigériens disent non, ça suffit, laissez le petit Bénin tranquille. Nous, on sait que les Béninois, ce sont nos frères, ce sont nos amis. Donc, les Nigériens même n'y croient pas. À plus forte raison, ici. Et puis enfin, il y a une sagesse quand même chez nous ici qui dit que si quelqu'un se dénude et arrache votre couverture, se met à courir avec dans la rue, ne le pourchassez pas tout nu aussi, sinon on va vous confondre. Bon, donc, on s'en tiendrait à ce qui est observé, à la réaction des populations qui nous rassure, parce que même au Niger, les gens n'y croient pas. Dans ce qu'il a dit, au-delà d'une accusation, il y avait des menaces aussi. Nous apprécierons. Et puis, peut-être aussi, vous savez, tout à l'heure, vous avez évoqué le 7 décembre. Et nous, on sait ce qu'on a vécu le 7 décembre. Et on sait très bien quelle est la partition de certains pays de la sous-région. Pour autant, on n'est pas passé s'époumoner partout. Peut-être qu'il y a des gens qui allument un contre-feu parce qu'ils se disent qu'à un moment ou à un autre, bon, on parlera d'eux. Peut-être. C'est une façon de prendre des précautions, mais nous observons. S'il y a des menaces,
Ce que nous faisons depuis pour garantir la quiétude à nos concitoyens, la sécurité globale dans notre pays, l'intégrité de notre territoire, ces efforts-là, ils vont être maintenus, amplifiés. Nous ne prendrons aucune menace à la légère. Mais nous n'aurons pas de temps à perdre sur des questions ou avec des gens dont la seule vocation, c'est de nous empêcher d'avancer pour continuer à être premiers. Nous, on veut être premiers aujourd'hui, demain, tout le temps et en tout ce que nous faisons. Merci beaucoup à vous, monsieur le porte-parole du gouvernement. Chéric, nous sommes au seuil de cette émission. C'était le porte-parole du gouvernement face à l'actualité dans Focus, votre rendez-vous Focus. Merci à vous d'avoir partagé avec nous l'état d'esprit du gouvernement face à un certain nombre de questions d'enjeux nationaux, mais aussi de sujets qui fâchent. Merci de nous avoir suivis. À très vite.